tous. Donc moi je suis Selma El-Ouadani Hamdi, je suis neurochirurgien en fait, au sein de l'équipe. Et donc je vais vous parler, Ghassan m'a demandé de vous parler un petit peu de l'interventionnel. Donc j'ai choisi, je ne vous parle pas de tout l'interventionnel parce que sinon ça aurait été un véritable catalogue. Mais en tout cas j'ai choisi les techniques peut-être les plus intéressantes à l'heure actuelle et celles que l'on utilise le plus. Alors, quand j'ai préparé le topo, j'ai été surprise en allant regarder sur le site de l'OMS que finalement, de découvrir que les céphalées représentaient quand même, touchaient presque la moitié de la population mondiale. En tout cas, les céphalées chroniques, pas que chroniques, mais celles qui ont quand même un retentissement assez important. Donc, j'ai trouvé ça énorme et qu'il s'agissait de la troisième plus commune, on va dire, affection neurochirurgicale. J'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, ce qui m'a particulièrement étonnée, c'est de voir finalement que quand on regarde un petit peu tous ces continents, il y a très peu de zones où il n'y a pas où il y a une prévalence ou une incidence qui est très faible en termes de céphalées. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ce type de choses. Là-dessus, je vais passer parce qu'on a vu un petit peu, dans les céphalées sur la classification qui a été effectuée en 2018. Donc, il y a des céphalées primaires, secondaires, et puis ont été distinguées également les neuropathies crâniennes douloureuses, par exemple la névralgie du trijumeau, ou les douleurs de type neuropathique, entre autres du trijumeau. Je vais passer assez rapidement parce qu'on l'a déjà vu. Les céphalées peuvent également être aiguës ou chroniques, et ce qui va nous intéresser dans le topo, ça va principalement être les céphalées chroniques et les céphalées qui intéressent le nerf trijumeau, donc la troisième partie des céphalées. Ces céphalées sont particulièrement invalidantes, ce qui justifie pour certaines d'entre elles, on va le revoir quand il y a un échec de la prise en charge pluridisciplinaire qui est à mettre en place dans ces céphalées particulièrement invalidantes, la thérapeutique chirurgicale, qui bien sûr s'inclut, comme on va le revoir, dans une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, cette prise en charge pluridisciplinaire, elle va être faite de différentes choses. On va agir à la fois sur la composante discriminative de la douleur, que ce soit par les médicaments, par la chirurgie, par des traitements locaux, par les infiltrations, par la neuromodulation également, externe par exemple, ou bien on va agir également sur la composante cognitive, comportementale et émotionnelle par des thérapies comme l'hypnose, l'acupuncture, la musicothérapie ou l'art-thérapie ou encore bien sûr la psychothérapie et et bien sûr l'éducation du patient, mais un dernier né qui est aussi le coaching de santé qui se rapproche de l'éducation du patient, qui est entre l'éducation du patient et tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale et qui est assez prometteur, en tout cas dans les dernières publications. Alors, comme je vous disais, quand et pourquoi consulter un neurochirurgien? Alors, un neurochirurgien, ou ça peut être aussi un anesthésiste, je parle de neurochirurgien parce que moi je suis neurochirurgien, mais beaucoup d'anesthésistes aussi font des thérapies interventionnelles. C'est principalement quand il y a un échec de ces thérapeutiques dont je viens de vous parler, et quand on va avoir besoin de changer un peu de perspective parce que rien ne marche. En gros, quand on est dans une impasse, c'est là où la chirurgie intervient. C'est un petit peu ça. Alors, je vous ai fait un petit historique sur la neurochirurgie de la douleur. Alors, pas que des céphalées, bien sûr, mais sur toute la douleur de façon générale, et en particulier donc, les douleurs neuropathiques qui nous ont principalement intéressés. Et vous voyez que, finalement, cette chirurgie, elle existe depuis l'Antiquité, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien de particulier. Mais elle a surtout évolué depuis, bien évidemment, d'une chirurgie lésionnelle vers une chirurgie qui est plutôt réversible, qui est ce que l'on appelle la neuromodulation et qui va consister, plutôt que d'interrompre les voies lésionnelles, à modifier finalement ce qui se passe le long du circuit de la nociception, en espérant obtenir justement un résultat qui permettra aux patients de retrouver une certaine qualité de vie avec un soulagement et de reprendre des activités et de nouveau d'aller plutôt vers un cercle vertueux. Alors,
La neuromodulation, mon topo, je vais l'axer beaucoup sur la neuromodulation. Je vous ai parlé de la chirurgie lésionnelle, mais de façon très courte. Mais c'est une chirurgie qu'on ne pratique quasiment plus à l'heure actuelle, sauf dans des cas très très particuliers. La majorité maintenant de la chirurgie de la douleur concerne la neuromodulation, qui consiste finalement à modifier d'une certaine façon le fonctionnement du système nerveux, soit par un agent chimique, soit par un agent électrique. Un agent chimique, ça va être par exemple les thérapies intrathecales, que vous connaissez, qui sont très utilisées, que ce soit dans la spasticité ou dans... Ça, c'est juste un aparté, hein, ou dans le cancer. Et un agent physique, ça sera plutôt, d'un point de vue électrique, ça sera plutôt la stimulation, comme la stimulation médunaire, qui est l'une de celles qui est les plus connues. Mais cette stimulation, on peut l'utiliser aussi bien au niveau du système nerveux périphérique, sur un nerf périphérique, comme le nerf occipital, dont on discutera un petit peu plus longtemps après, ou on peut l'utiliser au niveau du système nerveux central, que ce soit au niveau de la moelle ou au niveau du cerveau. Mais elle peut être aussi implantée, c'est-à-dire interne, et à ce moment-là, c'est une opération, ou elle peut être externe, comme dans le cas de la RTMS dont je vous parlerai, ou de la TDCS. Alors, on va commencer par la neuromodulation implantée. Toutes les neuromodulations implantées, je vous ai fait un petit résumé finalement. Après, bien sûr, ça va dépendre du siège, ça va dépendre de l'indication, etc. Mais il y a deux phases. Une première phase où on va implanter l'électrode. Électrode qui va permettre de stimuler donc le système nerveux, qu'il soit périphérique ou central, et que l'on va placer par voie percutanée, sous anesthésie locale, alors entre guillemets, parce qu'en général, c'est quand même plus une sédation, et puis on réveille le patient pour vérifier qu'on est bien en place, ou par voie chirurgicale, et à ce moment-là, c'est sous anesthésie générale. Le petit dispositif que vous voyez là, ça en fait, ça va servir, ça va être le stimulateur test. Là, je vous ai donné un exemple avec la stimulation médulaire. Ici, c'est par voie percutanée. C'est une électrode qu'on voit qui est plutôt toute fine et qui va induire une stimulation cylindrique au niveau de la moelle épinière. Et puis ici, vous avez une électrode chirurgicale que vous apercevez ici. Et on fait en fait une petite fenestration par laquelle on va introduire cette électrode pour aller stimuler les cordons postérieurs de la moelle, par exemple. Et donc le patient va pendant une semaine ou 15 jours ou 3 semaines, tout va dépendre de la technique que l'on utilise et de ce que l'on stimule, avoir une phase test. Pendant cette phase test, il va être porteur du stimulateur que vous voyez là. Et à la fin de cette phase test, on fait un point et on voit ce que ça donne. Si la phase test, par exemple, si l'on prend la stimulation du nerf occipital dont on va parler, ce qu'on pratique très souvent, c'est on peut faire une phase test, par exemple, de 3 semaines, où le patient porte l'électrode du cou pendant 3 semaines. Alors, bien sûr, il ne travaille pas, etc. Au bout de 3 semaines, on retire l'électrode. On fait une phase où il n'a absolument rien pendant 2 semaines, ce qui lui permet de comparer et de voir un petit peu ce que ça donne. Et au bout des 5 semaines, à ce moment-là, en fonction de l'effet qu'il a pu ressentir, on fait un point avec lui, on repose ou pas l'ensemble du système cette fois-ci. Donc la deuxième phase va consister à poser le neurostimulateur, qui est en fait la pile, qui est le pacemaker, tout simplement, ou bien, si le test est négatif, à retirer l'électrode. Ce qui arrive en général rarement, parce que quand on en arrive finalement à ce type de chirurgie, c'est tout a été relativement bien pesé, mais il y a quand même quelquefois des échecs, et où la période d'essai ne donne pas grand-chose, sans qu'on ne comprenne pas toujours pourquoi. Le site de stimulation, comme je vous l'ai indiqué, il peut être soit au niveau du système nerveux central, soit au niveau du système nerveux périphérique. En ce qui concerne les céphalées, au niveau du système nerveux central, on va s'intéresser principalement donc au cerveau, et plus particulièrement à ce niveau-là, au niveau de la stimulation du cortex moteur. Il existe aussi une stimulation plus profonde, mais qui est quand même de moins en moins pratiquée, sauf dans des cas vraiment extrêmes, qui est la stimulation cérébrale profonde. Ou bien, ça peut aussi être appliqué au niveau du système nerveux périphérique, et à ce moment-là, on va aller toucher un nerf périphérique, comme ici, où vous voyez l'électrode placée en regard du nerf d'Arnold pour aller le stimuler.
Les contre-indications de ces techniques de neuromodulation sont diverses. La première, et il y a beaucoup de bon sens dans tout ça, dans toutes les contre-indications. La première, c'est un patient qui, d'un point de vue psychiatrique ou psychologique, n'est pas bien équilibré. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, il ne pourra pas être actif en termes de thérapie, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les patients sont quand même assez actifs. Ils ont une télécommande qui leur permet, en fait, d'entrer en communication avec le système. Ils peuvent soit augmenter l'intensité, soit la baisser, soit éteindre leur système quand ils n'en ont pas besoin, et puis le rallumer. Donc ça demande quand même d'être assez actif, d'être assez présent, de ne pas avoir des troubles cognitifs, sinon ça devient très compliqué. Donc il faut qu'il soit relativement stable de ce point de vue-là. Bien évidemment, pour éviter tout risque d'hématome, qui est toujours le risque en tout cas que l'on craint, en particulier au niveau médulaire et au niveau cortical, la persistance des anticoagulants. Une infection systémique, un doute sur le diagnostic éventuel, une thrombopénie éventuelle, et puis, comme je vous le disais, l'impossibilité, ou en tout cas une très nette diminution des performances cognitives chez le patient qui vont faire qu'il ne va pas pouvoir être actif dans cette thérapie. Alors, en premier lieu, je voulais vous parler de la stimulation du cortex moteur qui est indiquée dans les douleurs principalement de la phase et du trijumeau, les douleurs neuropathiques. Cette stimulation, comment ça se passe ? Alors, elle est quand même pas toute. Elle a été décrite en 1990 par Tsukobawa dans un premier temps, puis depuis elle a un petit peu évolué. Comment elle agit ? Elle agit de différentes façons. Elle va d'une part activer les voies descendantes inhibitrices. Elle va aussi agir sur la composante émotionnelle et favoriser la libération des opioïdes endogènes. Comment ça se passe en pratique ? Le patient va avoir une craniotomie, là, comme vous le voyez, c'est ici, c'est le petit volet qui est ici qu'on a retiré. Et on va aller placer l'électrode qui va être placée soit en extradural, là vous avez la dure mère qui est représentée fermée, soit en intradural. Donc là, la dure mère est ouverte. Le plus souvent, on les met quand même plutôt en extradural. On va placer cette électrode, en général, au niveau de la zone douloureuse. Donc là, en l'occurrence, la face. Donc on va la placer dans la zone de la face, au niveau de l'homonculus. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà. Les résultats de cette stimulation vont être à la fois sur la qualité de vie, mais à la fois sur le soulagement en termes d'intensité, une diminution en termes d'intensité. Alors, les résultats tels qu'on les voit comme ça semblent plutôt intéressants, et ils le sont quand ils sont bien posés, quand l'indication est bien réfléchie, et que cela vraiment concerne que les douleurs neuropathiques de la face. Cependant, comme on le reverra après, il y a différentes façons de faire, différentes façons en termes de stimulation, etc. Et quand on regarde la littérature, la stimulation du cortex moteur, finalement, on trouve tout et son contraire. Et on a un peu du mal à faire la part des choses. Mais globalement, dans les douleurs neuropathiques du trijumeau, il semblerait que ce soit vraiment intéressant, bien évidemment, après échec de l'ensemble des thérapeutiques. La neurostimulation périphérique, elle, date des années 1960, date à laquelle d'ailleurs, vers laquelle la neuromodulation a commencé à prendre son essor. Donc vous voyez, c'est quand même des techniques qui datent depuis un petit moment et qui pourtant restent encore très méconnues. Au niveau périphérique, le premier nerf à avoir été stimulé était le nerf trijumeau. Alors, pourquoi ? Parce qu'au niveau tout simplement, vous voyez bien que sur cette petite planche que je vous ai mise, vous voyez que finalement, l'avant tout l'avant, le visage est assuré par le trijumeau jusqu'au niveau de la suture coronale, et qu'après la suture coronale, ça va être le nerf d'Arnold. Nerf d'Arnold qui provient surtout de la deuxième et troisième paire cervicale. Alors, la stimulation du trijumeau
a été pratiquée un temps dans les douleurs neuropathiques, mais elle a été presque arrêtée à l'heure actuelle parce qu'en fait, quand on met des électrodes dans un visage c'est très mobile. Donc les électrodes, elles migraient, elles bougeaient, les patients n'étaient pas du tout confortables avec l'électrode, donc il y avait quand même pas mal de complications. Celles que l'on utilise encore, c'est surtout celles qui concernent le 5A. Pour le 5.2 et le 5.3, on ne les utilise plus trop. Et on remplace de plus en plus quand même dans les pathologies affectant le nerf trijumeau, par la stimulation du nerf d'Arnold, qu'on va revoir un peu plus en détail, et dont les indications à l'heure actuelle concernent surtout les migraines chroniques, l'atgie vasculaire de la face, les douleurs trigeminales neuropathiques. Il y a des papiers sur les céphalées cervicogéniques, il y a des papiers aussi sur les névralgies d'Arnold. Bon, il y a toute affection finalement du crâne, éventuellement, peut être stimulée par ce biais-là. En tout cas, il y a pas mal de papiers là-dessus, mais il y a 3 grandes quand même, ce sont les 3 premières. Donc la stimulation du nerf d'Arnold, comment elle va agir ? Il va y avoir en fait une dépolarisation du nerf qui va induire une action sur le complexe trigéminal dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier une inhibition. Et cela va avoir des conséquences au niveau thalamique, donc au niveau de la transmission, mais va aussi activer les systèmes inhibiteurs descendants, ce qui va avoir pour conséquence un effet antinociceptif au niveau du territoire douloureux. Alors ce résultat, par exemple, si on prend dans l'algie vasculaire de la face, on ne va pas forcément avoir un résultat tout de suite. Dans l'algie vasculaire de la face, tout à l'heure je vous ai parlé de 2 phases et du test. On ne va pas forcément faire un test dans l'algie vasculaire de la face parce qu'on sait qu'il faut quelquefois vraiment plusieurs semaines pour pouvoir avoir un résultat. Donc, très souvent, on va implanter, et on va implanter en bilatéral, et on va implanter le tout, en fait, dès le départ. Où se fait la stimulation ? Il y a eu beaucoup de discussions. Tout au début, la stimulation a été faite en regard de C1, et puis finalement, par des électrodes chirurgicales, au départ. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas si bien que ça. On a regardé sur les cadavres, etc. Et on a commencé progressivement à remonter plutôt vers la protubérance occipitale externe. À l'heure actuelle, c'est là où on stimule plus le nerf occipital, parce qu'en fait, on a tout simplement, comme vous voyez, toutes les branches. C'est ce que j'ai représenté en bleu, et c'est là où on a le plus de chances d'avoir toutes les branches qui émergent à ce moment-là du trapèze. C'est une technique, les électrodes se mettent en place par voie percutanée, et elles sont positionnées en fait en sous-cutané au-dessus du fascia du trapèze. C'est très simple à faire. Il n'y a pas de... Par contre, il peut y avoir, comme toute stimulation périphérique, on a souvent des problèmes avec les migrations des électrodes. En tout cas, il y en a eu beaucoup au départ. Maintenant, il y a des systèmes qui permettent de maintenir l'électrode correctement, et du coup, il y a beaucoup moins de migration d'électrodes à l'heure actuelle. Les effets, comme vous pouvez voir, sur les céphalées, les patients sont quand même soulagés. Alors, vous voyez, c'est un peu vaste, entre 4 et 67%. Donc, vous voyez un petit peu pourquoi ce grand différentiel. Tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il existe en fait différentes techniques. Certains les continuent de les mettre au niveau de C1, d'autres les mettent plus haut. Chacun va faire des phases tests un peu différentes. Donc, il n'y a pas un consensus vraiment qui soit net à l'heure actuelle. La Société internationale de neuromodulation est en train de faire un petit peu le tri dans tout ça et commence à émettre des recommandations par rapport à la mise en place de la localisation des électrodes, etc. Mais c'est en cours et tout ça n'est pas encore... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une efficacité claire. Moi, je le vois dans ma pratique, quand l'indication est bien posée et surtout quand la neuromodulation reste incluse dans une prise en charge pluridisciplinaire, qui reste souvent nécessaire, et on obtient à ce moment-là, je trouve, de très bons résultats. Il peut y avoir, alors après, bien sûr, c'est patient dépendant. Il y a des patients qui vont avoir des céphalées chroniques qui vont être invalidantes, mais
ça va aller avec la neuromodulation. Ils vont pouvoir reprendre, etc. D'autres, il va falloir continuer à les accompagner au niveau psychologique, au niveau en termes d'acupuncture, en termes d'hypnose, etc. pendant un temps, le temps qu'ils reprennent et qu'ils repartent vers un cercle un petit peu plus vertueux. C'est vraiment au cas par cas. Alors, les complications de cette technique sont principalement en lien avec le matériel. Alors, vous voyez que les plus grosses complications qui ont été décrites sont principalement les migrations et les fractures des électrodes. Alors, ça, c'est une revue de la littérature qui date depuis le début de la mise en place. À l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup moins dans les dernières revues et dans les derniers articles, il y a quand même beaucoup moins de fractures ou de migrations des électrodes du fait des systèmes de maintien qui se sont développés. Alors, je vais passer sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec la neuromodulation, mais qui me paraissait être importante et qui fait partie à l'heure actuelle des techniques interventionnelles que l'on peut proposer aux patients. Et je voulais vous parler de la thermocoagulation ou radiofréquence aussi, qu'on appelle aussi radiofréquence par exemple quand on le fait au niveau lombaire ou autre, mais de la thermocoagulation du nerf trijumeau, qui existe depuis un petit moment, qui a été développé dans les années 60 par Sweet. Alors, la névralgie du trijumeau, comme vous le savez, c'est une affection, c'est une douleur qui est particulièrement invalidante ou qui peut conduire les patients à se suicider, qui va affecter du coup l'un des territoires du nerf trijumeau, le plus souvent la deuxième branche ou la troisième branche, qui est à type de décharge électrique, mais c'est vraiment des grosses décharges électriques. Classiquement, elle est décrite comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, donc ça vous donne un petit peu l'idée. Ça veut dire qu'entre les crises, il n'y a pas de douleur, en règle générale, sauf dans les névralgies vieillissantes, mais ça c'est à part. Mais quand elles commencent, c'est comme ça qu'elles se... Alors, les patients vont avoir également en fait, des douleurs lorsqu'ils vont manger ou lorsqu'ils se brossent les dents, et ils ont, de façon assez typique, une zone gâchette au niveau du visage dans le territoire où ils ont mal, qui peut être soit au niveau du menton si c'est le 5-3, soit en général vers la joue ou vers la lèvre supérieure quand c'est dans le territoire du 5-2. Et ils sont tellement terrorisés que souvent ils peuvent se balader en ayant leurs mains un petit peu comme ça pour qu'on leur touche surtout pas le visage. D'où ces douleurs sont tellement intenses qu'on en est arrivé du coup à développer des chirurgies. Bon, il y a la thermocoagulation, mais pas que, parce qu'il y a des interventions aussi par abord direct. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller créer une lésion nerveuse, thermique, au niveau de ce que l'on appelle le plexus triangulaire, qui est situé juste à l'arrière du ganglion de Gasser. Pourquoi à ce niveau-là ? Parce qu'à ce niveau-là, il y a une somatotopie des fibres, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on fait. Où est le 5-3, où est le 5-2, où est le 5-1. Alors, le premier temps va consister en l'insertion de l'aiguille. On va aller placer l'aiguille au niveau du foramen ovale. Donc, vous voyez, la patiente est en décubitus dorsal. Elle est sédatée, hein, bien sûr, quand on insère l'aiguille. Par contre, par la suite, donc on la met au niveau du plexus triangulaire. Elle est sédatée pendant l'insertion, mais ensuite, pendant le deuxième temps, on va la réveiller. Une fois qu'on a bien mis en place l'aiguille, bien sûr sous radio, et qu'on se trouve au bon endroit. On va la réveiller pour quoi faire ? Pour vérifier le positionnement. C'est-à-dire qu'on va stimuler et puis on va chercher à savoir où se trouve exactement le fourmillement. Est-ce qu'il est dans le 5-2, dans le 5-3 ? Et en fonction, définir ensuite la thermolésion que l'on va effectuer. Ce qui va induire, en fait, dans la zone où on effectue cette thermocoagulation, une hypoesthésie à la piqûre, que l'on recherche, et on arrêtera l'intervention qu'une fois que l'hypoesthésie est là. Elle va remplacer la douleur. Les résultats pour la thermocoagulation du nerf trijumeau sont relativement bons. Vous voyez qu'on obtient une sédation complète de l'ordre de 97%, avec des complications qui sont plutôt faibles. La mortalité, vous voyez qu'elle reste exceptionnelle, de l'ordre de 1%. Ce qui est le plus ennuyeux, c'est les douleurs neuropathiques qui peuvent se développer à la suite de la névralgie du trijumeau. Et puis les kératites, quand il y a aussi une hypoesthésie cornéenne qui se développe du fait d'une hypoesthésie dans le territoire du 5-1.
Alors, le présent et l'avenir, à mon sens. Alors, il y a un point d'interrogation là qui n'apparaît pas, mais je voulais évoquer avec vous la neuromodulation non invasive. Alors là, on n'est pas dans l'interventionnel proprement dit, ce n'est pas une opération, mais ce sont des techniques qui se développent de plus en plus. Et en fait, ce sont quasiment le pendant de ce que je viens de vous dire, mais en termes non invasifs. Je vais vous parler en particulier de la stimulation magnétique transcrânienne, dont l'effet est parfaitement reconnu, qui consiste à administrer par le biais d'une bobine des ondes électromagnétiques à un endroit bien précis au niveau du cortex moteur et au niveau de la zone de la main. Alors comment on sait qu'on est au niveau de la zone de la main? C'est tout simplement qu'avant de commencer en fait la stimulation, on stimule le patient et puis on voit à ce moment-là son pouce ou sa main du coup bouger et on sait qu'on est au bon endroit. Et à partir de là, on commence la stimulation. Alors, ce sont des techniques par rapport à la stimulation corticale dont je vous ai parlé. Là, ça va être, en train continu et ça va être des séances qui vont être répétées, en fait. Vous allez avoir, il y a un protocole au départ de 10 séances et puis ensuite, on va espacer petit à petit. Ça marche très bien. Ce qui peut être un frein, c'est le côté plutôt contraignant pour le patient. Voilà. Ça dépend si le patient, par contre, habite dans une autre ville ou autre, c'est pas forcément simple à mettre en place. S'il n'y a pas de RTMS chez lui, qui doit venir par exemple à Paris pour la faire, c'est pas forcément évident. Ou en tout cas, il faut regrouper. Les effets elles peuvent être, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, elle peut être faite soit en basse fréquence, soit en haute fréquence, soit à la fois en haute et basse fréquence. Et le plus souvent, elles sont plutôt faites en haute fréquence. La TDCS, quant à elle, c'est son pendant. C'est la petite sœur, en fait, de la stimulation magnétique transcrânienne, mais à courant continu. Les indications sont exactement les mêmes. Et elle a montré la même efficacité en ce qui concerne les douleurs de la face. L'autre stimulation qui se développe de plus en plus en externe, c'est la stimulation du nerf vague et qui peut se faire de deux façons possibles. Qui peut se faire soit au niveau cervical, mais ça c'est plus aux États-Unis qu'en France, ou qui peut se faire au niveau de l'oreille. En France, on utilise plus la stimulation auriculaire, dans la zone, vous voyez, qui est représentée là en jaune, et en fait l'électrode se place aux deux endroits. Au niveau de l'oreille gauche, parce que classiquement, on a retrouvé qu'il y avait beaucoup plus de risques cardiovasculaires quand on stimulait à droite. C'est en train d'être revu. Ça avait été mis en évidence sur les expériences animales au départ. Et ça, c'est en train d'être revu. Et il y a même des papiers qui commencent à sortir sur une stimulation bilatérale. Elle est indiquée, la stimulation du nerf vague, dans le cadre des céphalées, dans les céphalées primaires, type migraine, AVF, et les céphalées trigéminales, où elle donne de très bons résultats en phase aiguë, uniquement dans les formes épisodiques, par contre, pour le coup. Par exemple, chez un patient qui a une AVF chronique, la stimulation du nerf vague ne donne pas beaucoup de résultats. Il faut vraiment le prescrire plutôt dans les formes aiguës. Et elle est indiquée à titre préventif. Alors, pour terminer un petit peu ce topo, il m'a paru indispensable de revenir sur cette prise en charge pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on parle de chirurgie, c'est un geste isolé dans son coin. Et puis voilà. Dans le cadre de la douleur et des céphalées, ça me paraît indispensable que ça puisse être dans un cadre pluridisciplinaire. C'est vraiment indispensable. Ça ne peut pas être conçu autrement que dans ce cadre-là pour obtenir de bons résultats. Et c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu cette recette qui est fonction finalement du patient, en fonction de la chirurgie, peut-être des médicaments, peut-être de l'hypnose, peut-être du coaching de santé, à voir, chaque patient étant un petit peu particulier. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que vous repartirez, ou en tout cas avec un peu plus de bagages. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà.